Bonjour amis nantais, merci de m'accueillir dans votre belle ville où il fait beau. J'ai quitté Paris ce matin, il tombait des cordes. Et vu les sinistres nouvelles de cette nuit, ça fait du bien de venir vous voir. Merci de m'accueillir. Je me présente, je m'appelle Michel Rousseau. Je suis UX designer de métier, je suis designer de formation. Et je suis UI par amour du risque, essentiellement. Je travaille chez Microsoft France dans la division DX. Je ne sais pas si vous connaissez la division DX. DX, c'est pour développeur expérience. On est la courroie d'entraînement en fait entre les parties commerciales qui vont vendre des services, des solutions et ainsi de suite, et les développeurs, donc vous globalement, où on aide effectivement la communauté des développeurs, généralement les développeurs, à trouver le bon outil, la bonne manière, la bonne méthode et toute l'aide nécessaire à travailler sur nos plateformes. Et moi, le seul truc que je ne suis pas, c'est développeur. C'est ça qui tombe bien, c'est que je suis un peu le mouton noir dans cette noble division. Je fais absolument pas de développement, à part un petit peu de CSS de temps en temps, et encore plus loin, je m'en tiens éloigné, le mieux c'est pour moi. Mais voilà, donc globalement, je suis quelqu'un qui va vous parler de choses un petit peu différentes de peut-être ce que vous avez l'habitude de voir aujourd'hui ou sur ce genre d'event, et j'adore ça. Donc pour commencer cette session, j'avais prévu quelques slides qu'on va passer assez vite. Pourquoi? Parce que ça va vous donner du contexte pour la suite, vous donner du contexte pour le momentum dans lequel on est au niveau de l'UX aujourd'hui. Et notamment revenir sur ce genre d'UX qui était il n'y a pas si longtemps, comparé à la notion d'outillage de l'être humain. Là on est il y a globalement 40 ans en arrière, on en était à ce niveau-là. Alors en termes d'UX, c'était un mec qui était tout seul derrière son clavier, qui toute la journée faisait comme ça, et qui envoyait des solutions sur des mainframes comme ça qui tournaient. Donc le temps, l'adéquation qu'il y avait entre le moment où le type tapait ses lignes de commande ou les rentrait et le moment où il avait le résultat était pour le coup assez long. En termes d'UX, j'ai envie de dire no design, on a ensuite eu les lignes de commande. Donc là aussi, purement fonctionnel. Rien à voir derrière, juste du fonctionnel, et notamment on voit en ce moment de jolies révolutions de palais, en l'occurrence. Vous avez tous suivi les annonces Apple la semaine dernière, et vous vous êtes rendu compte que sur certains claviers, ils viraient les touches de fonction pour les remplacer de manière un petit peu plus peut-être visuelle. Et ça c'est super intéressant parce que ça veut dire que c'est définitivement la mort de ce genre de choses. On passe sur une abolition des touches de fonction qui était le paradigme de ces environnements-là. Un peu plus tard, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quelques systèmes qui sont passés par là, et notamment l'interface graphique. L'interface graphique qui a apporté enfin la première notion d'expérience utilisateur. On se souvient tous avec émotion de son premier allumage de Mac, avec ce petit bruit d'ailleurs qui a disparu, étonnamment, ou de cette petite musique Windows et de ces premiers écrans de splash screen finalement. Mais tout ça, c'était une vieille techno. C'était une vieille techno qui existait déjà depuis longtemps, notamment sur le système Xerox. Qui connaissait ça, le système Xerox? Voilà, il y en a un au fond. Donc ça, c'est vraiment l'ancêtre des systèmes Windows, en fait. Et puis les systèmes Lisa. Vous êtes peut-être plus nombreux à avoir entendu parler de ça, notamment dans le film sur la biographie de Steve Jobs. Un bel échec, un beau flop, mais une belle réussite technique. Il faut savoir que Steve Jobs a fait chier ses équipes pour que les fenêtres puissent se passer les unes sur les autres en étant sûr qu'il l'avait vu chez Xerox, alors qu'en fait Xerox était incapable de faire les fenêtres qui se chevauchaient. Donc il a fait avancer le schmilblick dans ce sens-là. Donc une vieille technologie, et les gens se sont dit, mon Dieu, je passe de ça à la capacité de prendre avec moi mon serveur, enfin mon mainframe partout, et de pouvoir travailler avec. Et ils se sont dit, est-ce que vous feriez ça pour moi? C'était ça la vraie question. C'est vrai, vous êtes capable de faire ça pour moi? Dans les années 2000, on a eu Google. On a eu Google qui est arrivé avec un autre paradigme qui disait vous n'avez plus besoin de prendre votre mainframe avec vous, puisque l'information que vous cherchez, elle est partout, elle est diffuse autour de vous. C'est la nouvelle communication. C'était Internet. Donc ils ont dit vous prenez directement votre machine, quelle qu'elle soit, et vous la prenez avec vous et vous avez toute la data qui va avec. Mais c'était une techno qui était vieille d'à peu près 10 ans aussi. Avant, on avait eu déjà d'autres moteurs de recherche, AltaVista, Yahoo, Lycos, et ainsi de suite. Donc encore une fois, c'était une techno qui était un peu plus vieille, mais qui a été mise au goût du jour avec des algos de filtrage, des fonctionnalités à 100 000 $ par jour, soi-disant, qui est la célèbre fonctionnalité « J'ai de la chance » de Google. Et les gens se sont dit « Non, tout de suite, vous êtes capable de faire ça pour moi. C'est-à-dire que vous me mettez la connaissance
directement chez moi, à proximité. J'ai plus besoin d'aller me connecter sur un réseau local et ainsi de suite. Oh, c'est génial. Plus près de nous, une nouvelle expérience utilisateur, les écrans. Les écrans qui tiraient parti d'une conjonction de succès, à savoir les batteries longue durée, lithium-ion, à savoir les écrans capacitifs facilement produits, et puis une expérience utilisateur complètement nouvelle, entièrement basée sur le Didi. Mais c'était une techno qui était vieille de 10 ans. On ne les avait pas toutes ensemble, mais c'était des technos qui étaient vieilles de 10 ans. Notamment avec les Windows tablettes, on avait déjà des téléphones portables, des choses comme ça. Donc tout ça existait déjà précédemment. L'avantage que ça a eu, c'est que ça a permis aux gens de dire, et aux marques, de dire « j'ai précisément l'emploi que vous faites de mes technologies, plutôt que d'aller fureter dessus sur un site web. Je sais exactement ce que vous faites avec ma marque, comment vous l'interprétez, combien de fois vous allez la télécharger, combien de fois vous allez l'accéder en moyenne par jour. » Et ça, c'est génial pour tout le monde parce que l'utilisateur, lui, il sait qu'il a accès directement à la marque sans passer par un intermédiaire de confiance, comme Google, Yahoo, peu importe. Et pour la marque, c'est génial parce qu'elle sait exactement ce qu'on fait avec elle. Et là, tout le monde, y compris les développeurs, on dit oh, « c'est génial, vous feriez ça pour moi ». Mais aujourd'hui, la question, c'est qu'est-ce que va vous apporter l'informatique d'aujourd'hui? C'est quoi le prochain step dans qu'est-ce que vous faites pour moi aujourd'hui? Alors, on a quelques éléments de réponse. Et la réponse immédiate que je vais vous donner, parce qu'elle correspond au thème de cette session, c'est l'UX, effectivement. Aujourd'hui, plus que jamais, on se soucie d'expérience utilisateur. On se soucie d'interface dans le sens de l'innovation. Deux exemples là-dessus. Vous avez entendu parler des chatbots. Les chatbots sont la prochaine évolution promise des interfaces, puisqu'en l'occurrence, on déportera l'interface graphique vers une interface entièrement d'abord textuelle, et puis finalement entièrement vocale. Finalement, ça sera le dernier step de l'outillage de l'humain. C'est-à-dire que l'humain a toujours eu tendance à vouloir abolir ces outils qui tenaient dans la main au profit d'autre chose, aller voter avec ses pieds par exemple, mais en l'occurrence, c'est l'idée. C'est de dire de moins en moins d'outils dans les mains pour libérer. Et effectivement, les chatbots représentent en ce sens-là le dernier step de l'outillage. On n'aura plus besoin d'avoir d'outils dans les mains. On parlera directement aux machines pour qu'elles accomplissent les choses à notre place. Deuxième step que j'ai vu ici, qui me fait bien plaisir, parce qu'en dehors de mes activités UX, je suis aussi l'expert HoloLens chez Microsoft France. Ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà vu 2 qui traînaient sur les stands des HoloLens. Ça aussi, c'est une nouvelle évolution de l'informatique. Je parle d'holographie de manière générale, mais on va parler plutôt de virtualité, j'ai vu aussi des casques Oculus qui traînaient. Ça aussi, c'est des nouvelles révolutions d'interface. Ça, c'était juste pour vous introduire mon propos. Voilà, ça c'est fait, vous êtes chaud maintenant, vous êtes prêts pour la suite. En termes d'UX, la chose importante, c'est comment la marque est représentée dans ce cadre-là. Et on va se rendre compte que les marques, elles peuvent avoir les meilleures volontés du monde, ça ne suffit pas toujours, même si elles ont tendance à vouloir aujourd'hui être un peu plus vindicatives, je dirais, vis-à-vis des interfaces informatiques. Vous l'avez sans doute vu dans le sujet de la session, je vais vous parler globalement de 3 grandes marques aujourd'hui. Je vais vous parler de Netflix, que j'adore pour l'utiliser quasiment quotidiennement, qui fonctionne très très bien sur des plateformes qui pour le coup ne semblaient pas gagner au début. Je parle notamment de la Xbox One, qui marche très très bien avec Netflix, presque plus que les jeux. C'est amusant. Les gens se connectent le soir à leur console pour regarder des films, plus que pour jouer. C'est un constat que nous, on voit sur notre store et qui est assez sympa. Pour le coup, ça représente quand même 4% globalement de l'usage des Xbox One en France. Netflix, 4%. C'est énorme. C'est juste un succès énorme. L'idée qu'il y a aussi derrière cette marque, c'est que ça a été la véritable première marque à vouloir imposer un standard commun, donc une UX commune, à travers toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit à un moment donné, nous on arrête d'avoir un développement spécifique pour la plateforme Windows, la plateforme Android, la plateforme Apple, le machin, le truc, la Xbox. On veut une identité unique à travers tous ces supports. Et on ne veut plus être dépendant des différentes guidelines existantes sur les différentes plateformes. Ça a été l'erreur de tous les acteurs et de tous les gros éditeurs de logiciels, les guidelines.
Pourquoi? Parce que généralement, elles sont bien faites. Je reste en admiration devant la clarté et la qualité de la guideline, notamment Android, qui est pour le coup super bien faite, très précise, factuelle, qui est bien expliquée. Mais pour autant, les marques se disent non, non, mais rien à foutre, moi, de vos guidelines. C'est peut-être très bon pour votre plateforme, mais c'est pas bon pour mon image. Et encore une fois, quand on vend une application, c'est son image qu'on vend. Donc pour le coup, Netflix a été le premier à embrasser cette nouvelle tendance en proposant une expérience qui se voulait similaire sur toutes les plateformes. Vous noterez que là, d'ailleurs, au passage, c'est l'ancienne charte graphique. Vous en êtes rendu compte? Vous êtes suffisamment éveillé là à 11 h le matin? C'est l'ancienne charte graphique, il y a encore des ombres. Aujourd'hui, ils sont encore plus flat design que ça. Si je vous dis flat design, ça parle à tout le monde? Oui. Bon, alors ça, c'est bon. Donc là, ils avaient encore, vous voyez, des effets 3D, plus que des ombres d'ailleurs. Donc on est encore dans l'ancienne guideline, mais globalement, ils ont commencé à ce moment-là. L'avantage de cette marque, c'est qu'elle est digital native. Vous me direz, aujourd'hui, qui n'est pas digital natif dans le monde des applis? Oh, il en reste encore, j'ai un souci. Ah, je fais des bruits. Merci, maître. L'avantage, c'est qu'ils sont digital natifs. Ça veut dire que, plutôt que de s'embêter à partir d'une charte graphique papier pour la transformer en charte numérique, est-ce que ça passe bien sur l'imprimante de Ginette, est-ce que ça passe bien en header de site, et ainsi de suite? Non, eux, ils sont partis directement de ce qu'ils avaient, et ils sont partis du numérique. Donc globalement, ils ont appliqué toute leur charte graphique, même leur charte graphique papier, en la tirant de l'expérience qu'ils avaient sur les applications. Et ça, c'est génial parce que c'est la première fois qu'on voit ça. On voit des choses un petit peu bizarres comme Amazon, qui est parti à l'origine d'une bibliothèque, qui a migré entièrement vers le numérique et qui réouvre aujourd'hui des endroits où on peut trouver des vrais livres, des vraies petites bibliothèques. Mais avec les codes du numérique. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un livre, un vrai bouquin physique dans un espace physique Amazon aux États-Unis, vous avez les avis des lecteurs, vous avez le rating du bouquin et ainsi de suite. Donc il réadapte les usages qu'on a aujourd'hui dans le numérique au réel. Et c'est ce que fait Netflix avec notamment la théorie des cartes. Vous savez tout ce que c'est qu'une carte en UX? C'est une manière de présenter l'information sous forme de blocs. Vous utilisez tous Twitter? Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que vous avez un tweet, ça se présente sous forme de carte sur lequel vous pouvez avoir des actions rapides comme je like, je retweet et ainsi de suite. Et quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre un panneau un peu plus consistant avec un peu plus d'actions. Une carte, c'est un moyen de faire des actions au premier niveau, mais des actions un peu plus complexes, et d'en avoir un paquet. C'est empilable, c'est modulaire, et ainsi de suite. Donc eux, ils utilisent cette théorie-là pour faire leur charte graphique, y compris la charte graphique papier. Donc voilà ce que ça donne quand on applique ça purement et simplement sur du plat. Super. Je n'aurais pas pu tomber mieux que ça comme thème aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne en motion design. Le motion design est une part de l'UX qui prend en compte les animations complexes et comment ça apporte de l'expérience. Vous voyez qu'on a plusieurs notions qui sont issues et du web et de l'UX numérique, à savoir par exemple l'UX en couches, c'est-à-dire des choses qui se croisent et qui donnent de la profondeur au contenu. Donc on est vraiment dans cette tendance purement natif, digital natif. L'avantage, c'est que ça se décline très très bien sur écran. Mais là, je porte à votre attention le fait que c'est la déclaration d'intention. Ça, c'est tel que ça a été prévu par la boîte qui leur a fait le travail graphique. On verra par la suite qu'il y a eu quelques accros en cours. Mais l'avantage, c'est que cette théorie des cartes, il l'applique partout. Sur les immeubles, vous voyez, hein, vous avez des espaces ici avec des petits ombrages qui suggèrent que des objets s'empilent les uns au-dessus des autres. Vous avez des effets de découpage, comme ici le Netflix qui est découpé. Vous avez le net en haut et puis le Flix en bas, qui suggère qu'effectivement il y a eu des couches qui se sont superposées. Et là où ça devient carrément génial, c'est qu'ils l'ont appliqué ici pour les bouquins. Quand vous avez des pages dans un journal et que vous les tournez, et ben vous aurez une publicité Netflix sur 2 pages différentes. Comme ça, quand vous faites défiler la page, vous avez l'impression de retrouver ces effets de croisement que vous avez sur le web. Putain, c'est top. C'est top. J'adore les gens qui ont fait cette charte graphique. Ils ont été sans doute payés très très cher, mais j'adore ce qu'ils ont fait.
J'adore le travail. Et puis ça va même un peu plus loin, puisqu'ils ont été jusqu'à décliner ça sur des bus. Vous imaginez en ville, quand deux bus se croisent, avec marqué Netflix de chaque côté, c'est génial, vous avez du web en vrai. Top. Donc ça marche très très bien, c'est complètement natif, digital natif par défaut. Le seul truc, et le danger qu'il y a derrière là-dessus, c'est que c'est unique. Je veux dire par là que ça ne s'adresse que d'une manière unitaire à chaque personne. Vous qui êtes tous différents, qui avez tous potentiellement un usage différent de Netflix, en fonction de l'heure de la journée, en fonction de votre support, en fonction de ce que vous regardez, vous n'avez qu'un seul point d'entrée. Et vous êtes obligé de vous y accoutumer. Si vous n'aimez pas le rouge et le noir, ça craint un peu. Deuxième marque, Uber, avec une approche radicalement différente. Radicalement différente, pourquoi? Parce que déjà, on le voit, déclaration d'intention là aussi, charte graphique prise sur le web, Riders and Partners. Donc là déjà, il n'y a plus une entrée unique, ils mettent un « et » à un moment donné. Ça veut dire qu'il y a déjà deux canaux différents. Bon, sinon, au niveau de ce qu'on peut en voir, ils utilisent du... Oh, pardon, j'étais un poil trop vite. Ils utilisent du gras et des polices fines. Ils utilisent des images de gens de la vraie vie. Très bien, cool, et des aplats de couleurs, donc ils sont complètement dans les chartes actuelles, à savoir du flat design, pas de fioritures, on va droit au but. Ça, c'est la deuxième page. La deuxième page, c'est quelle est notre histoire. Vous remarquez déjà qu'on n'est plus tout à fait dans la simplicité. C'est déjà beaucoup plus graphiquement enjolivé, on va dire, beaucoup plus compliqué, tout en restant assez proche de leur paradigme qui est la bagnole en ville. Bon, jusqu'à là, tout va bien, on comprend bien le principe, c'est assez clair. Là où ça commence à se compliquer, c'est quand ils ont commencé à repenser leur logo, qui avant était assez simple, c'était un U, donc c'était assez visible. Ils ont choisi de s'affranchir de ça pour passer sur comment dire, un carré dans un rond. J'ai toujours pas bien compris la nécessité de passer d'un vrai U qui avait une vraie forme à ça, mais globalement ils doivent savoir de quoi ils causent, d'autant plus que le fond représente généralement des routes, des choses comme ça, donc des voies de communication. Tout ça aligné sur une grille pour dire on est super sérieux et dans un carré. Bon, très bien, je ne vois pas de choses là-dessus, même si on peut opposer peut-être la couleur verte qui est quand même symbole d'écologie en Occident sur un sujet comme la bagnole. Bon, c'est un peu risqué, mais pourquoi pas. Là où ça commence vraiment à se distinguer, c'est qu'ils ont deux logos différents. Un pour les utilisateurs, vous ou moi, et un pour les conducteurs. Donc ça veut dire qu'ils ont deux points d'entrée dans l'application. En fonction de la manière dont vous allez vous loguer sur l'app, bah vous aurez un logo ou un autre qui va apparaître sur votre smartphone. Donc déjà, c'est compliqué parce que ça veut dire que la marque, elle s'identifie sur deux logos différents. C'est un peu comme s'imaginer boire du coca et avoir un coca qui serait écrit avec ses polices très cursives, et puis un autre écrit flat design pour, je sais pas, ceux qui sont maigres. Bizarre. Ça me semble bizarre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Sinon, vous voyez que la recherche est la même, hein, ils sont partis de la même idée et ils l'ont déclinée de deux façons différentes. Ils ont aussi adapté par rapport à l'utilisateur. Vous vous souvenez ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Netflix, il n'y avait qu'un seul point d'entrée graphique? Bah, eux, au contraire, ils se sont dit, bah, quand ça sera la Chine, on va prendre un bunch de photos qui sont soi-disant représentatives de la Chine, on va en isoler les 4 ou 5 grandes valeurs en chromie, et on va foutre ça sur le site ou sur la page d'accueil de votre appli, en fonction de là où vous êtes géolocalisé. Ouais, pourquoi pas, moi ça me va bien, pourquoi pas. Bon, on perd quand même un peu la notion de ville ici, hein, on est plus dans le motif que dans la ville. Un peu en opposition d'ailleurs avec la partie flat design qui est plus haut. Donc on avait la Chine, on a l'Irlande. Vous voyez l'Irlande, pas du tout pareil, on a des petites fenêtres, des choses comme ça. Donc pas du tout le même feeling. Donc en fonction de là où vous n'avez pas la même expérience utilisateur. Enfin, pas tout à fait, on va dire. Par contre, chez Microsoft, bah, ça reste du MS. Hein. Vous avez maintenant l'habitude de voir cette nouvelle charte graphique qui est basée sur des recherches qui ont été faites il y a de ça pratiquement 7 ans. Donc tout ce qui concernait la charte métro à l'époque se regroupe ici. On va non pas dans la personnalisation, on va dans le produit. Nous, on ne s'appelle pas Netflix, on n'a pas qu'un seul métier, on en a un paquet.
Et à l'intérieur de ça, on s'est dit, le mieux, c'est peut-être de découper par métier, enfin par appli. Donc on a des codes couleurs en fonction de chaque famille d'applications que vous aurez. Simple, à défaut d'être efficace, éventuellement avec effectivement cette notion de vignette. Cette police spécifique qui a été développée pour les écrans, qui s'appelle Assegoe, et puis notre logo qui a été rebrandé il y a de ça 4 ans maintenant. Ça, c'était la première phase. On met en opposition de ce truc un petit peu froid qui est l'approche purement produit. Toujours, on met en correspondance une image de gens de la vraie vie qui sont souriants et qui sont super diverses. Super, classique. Tout ça marche très bien. On décline en fonction d'un certain nombre de produits. Et là, tout de suite, on se dit, c'est bien du Microsoft, ce qu'ils font. C'est que c'est bien compliqué. Il y a pas, on est carrément à l'opposé de Netflix, vous voyez, au niveau de l'hypothèse. Donc là, on a des tas de couleurs, on a des tas de variantes, de choses comme ça. Bon, cool. Vous savez quoi utiliser maintenant si vous voulez faire du développement Windows. Mais ça va avec ce que nous dit notre président actuel, c'est qu'on est aussi culturellement un petit peu différent de toutes ces marques. On n'est pas purement consumer comme peut l'être Netflix. On n'est pas soit consumer, soit professionnel comme peut l'être Uber. Nous, on est un peu tout, quoi. C'est-à-dire qu'on est, à partir du moment où vous jouez sur votre Xbox jusqu'au moment où vous faites un tableur sous Excel, on est un peu tout et toutes les tendances. Donc ça va avec un petit peu ça et avec notre credo de base. Donc voilà l'appli dont je voulais vous parler, Outlook. Outlook qui fait partie d'un sous-produit qui s'appelle Office, qui fait partie de la gamme professionnelle de Microsoft. Et à l'intérieur d'Outlook, il y a des bébés. Il y a Microsoft Teams, qui a bien fait râler d'autres boîtes cette semaine. Enfin bref, peu importe. Il y a Skype for Business qui permet la communication rapide entre les collaborateurs, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tout ça, ça fait un ensemble de trucs qui est conséquent, mais qui est traité en fonction du produit que vous adressez. En termes du X, on vient de voir le branding. Cool. Il y a aussi la manière de commencer votre expérience. Et là, on va voir que pour certains, ça ne se passe pas forcément super bien. Vous êtes tous au courant que dans les années 2003-2004, la théorie du web, c'était « Nom de Dieu, tu vas faire le moins de clics possible ». Alors ça a engendré aussi des monstres. À l'inverse, ça a créé des sites comme la page web d'Orange. Il y avait tout, les recettes de mamie, le temps qu'il fait, le machin, sauf l'offre commerciale d'Orange. Mais globalement, c'était le moins de clics possible. On va voir avec Netflix qu'il y a encore des raisons d'espérer à ce sujet-là. Étape 1, je rentre mon mail, normal. Jusqu'à là, mail, mot de passe. Vous voyez au passage que ça a un peu changé là. On n'est plus sur le fond légèrement jaune avec le joli rouge, le joli noir, les grosses oppositions de valeurs, les espaces négatifs et ainsi de suite. Là, on est carrément dans du métier bien crade, avec toutes les infos posées un peu à la vlaque que je te pousse. C'est déjà nettement moins beau par rapport à la déclaration d'intention, mais ça reste exploitable. Deuxièmement, bien sûr, on veut gagner des sous. La carte de crédit, ouais, normal, on n'a rien sans rien. C'est normal, c'est tarif, classique. Number 3, merci d'être venu sur Netflix, cool, sympa. Tiens, au passage, je vais te proposer des options de recovery. Ça ne pouvait pas attendre, il fallait absolument me le mettre avant même que j'ai accès au moindre contenu. Bon, pourquoi pas. Numéro 4, sur quel device tu vas regarder mon produit? Je ne sais pas encore, parce que si tu veux, ton produit, je ne l'ai toujours pas commencé à le regarder. Mais bon, globalement, je te propose déjà des options, et puis tu vas devoir choisir là. Vous imaginez le mec qui est super anxieux, qui se dit, putain, mais c'est vrai, mais chez moi, j'ai 2 Xbox, j'ai 3 PC, j'ai 2 téléphones, et j'ai surtout 4 femmes. Ça va être super chiant de dispatcher le tout, quoi. Bon, bref, peu importe, on continue. Vous avez vu ce bouton bleu, là, tout moche? Mais ça vient faire quoi dans l'expérience Netflix, quoi? Et pourtant, c'est une marque que j'adore. Je l'utilise tous les jours, quoi. Qui c'est qui va regarder Netflix chez toi? Cool. Je sais pas, moi certainement, puisque c'est moi qui crée le compte, mais bon, pourquoi pas. Et puis tiens, si tu choisissais déjà 3 films, histoire de te définir, donc le moteur de pairing. Alors ça, j'adore ça. Je suis consulté à peu près, ouais, je vais dire 7 à 8 fois par an sur les moteurs de pairing.
Notamment, vous avez l'extrême qui est Mythic. Mythic est un moteur de pairing, c'est leur cœur de métier, hein, c'est de faire correspondre des gens entre eux. Donc ils ont un process à 16 étapes pour faire correspondre les gens entre eux. Il y a 16 étapes incompressibles pour définir t'es plutôt grand, t'es plutôt blonde, t'es plutôt petit et gros, et ainsi de suite, pour faire matcher les gens entre eux. Mais est-ce que j'ai besoin pour regarder un putain de série d'un moteur de pairing? Bah eux, ils estiment que oui. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Là d'ailleurs au passage on a un bouton gris. Peut-être qu'il y a un bouton bleu en dessous, hein, sous le contenu. Bon, sinon, on commence à être un peu plus propre, mais encore une fois, je ne retrouve pas vraiment la charte. Oh putain, un autre écran! Qui c'est qui va regarder, des enfants ou des adultes? Parce qu'il sait par défaut que moi je suis un adulte, par contre. Bon, bah, ok, très bien. Et 8, enfin, j'atteins la page de garde qui me propose enfin le contenu, la vraie valeur ajoutée de Netflix. Le moins de clics possible. Alors, à l'époque, ça a encore une fois engendré des monstres, mais ça, c'est un véritable monstre. Dans une époque où les gens, s'ils n'ont pas le résultat au bout de 10 secondes, ils quittent l'appli, ça, c'est un truc à vous faire divorcer de votre femme, quoi. C'est atroce. Bon, ceci dit, vous voyez que j'aime bien Orange is the New Black, et House of Cards, 2 titres super d'actualité aujourd'hui. Et passons à Uber tout de suite. Avant de faire plus de considérations politiques débiles. Alors, Uber, très bien. Connexion, un compte, créer un compte. Bon, premier écran, splash screen, très propre, très épuré, nouvelle police de caractère, Finode et tout. Déjà, on sent qu'on est bien là. Il y a juste votre chauffeur privé TM, ça me fait toujours rire, ça, de mettre un trademark après la phrase d'accroche. Mais bon, s'ils se sentent un peu menacés, très bien. Deuxième, je crée un compte. Alors vous voyez que là, eux, ils ont tout rassemblé, plus ou moins en un seul endroit, le nom, le prénom, le password, le machin. Ils ont tout mis ensemble, avec un bouton suivant qui, là, pour le coup, est relativement raccord avec la charte. On voit quand même déjà qu'on s'éloigne un petit peu de la notion de personnalisation et ainsi de suite, mais globalement, ça reste propre. Il y a juste ce drapeau bleu-blanc-rouge ici qui est tout moisi, qui me fait penser au site web des années 2000, mais bon, sinon, globalement, tout va bien. Ça se passe plutôt pas mal. Troisièmement, une page toute vide avec mon moyen de paiement. Alors pourquoi toute vide? Parce qu'ils ont l'approche aussi professionnelle, privée. Vous savez, vous pouvez rentrer plusieurs cartes si vous avez des cartes pro et tout ça. Globalement, je trouve que c'est quand même un peu dommage de m'avoir foutu un seul champ tout vide avec les mentions ici collées au cul du champ. Bon, je trouve pas ça très très beau, mais bon, globalement, ça marche. On n'est qu'à la 3e étape, donc tout va encore bien, quoi. On n'est pas encore trop loin. Et là, boum, 4e. J'atteins ce que je veux, c'est-à-dire prendre un tacos. On a divisé par 2 l'expérience utilisateur, là, mine de rien, pour un métier qui est pas forcément plus compliqué, hein, voire même pas plus simple, c'est trouver des taxis, l'autre c'est trouver une série. Donc on est à peu près dans le même ordre d'idées. Donc jusqu'à là, tout se passe plutôt pas mal. Après, si ce n'est qu'en termes d'expérience, alors là je suis dans la version applicative. Il y a quand même cette espèce de machin là, dont j'ai de plus en plus de doutes. Plus ça va, plus je doute de ce truc là. Donc vous savez ce que c'est? Ça, c'est un burger menu. Donc c'est un machin, une espèce de fourre-tout dans lequel on va mettre tout ce qu'on ne sait pas placer ailleurs. Ce qui est pas mal, il faut bien des vides-poches. Bon, j'ai un peu de mal, surtout qu'on va voir par la suite que tout n'est pas forcément bien fait, mais globalement ça marche bien, c'est assez raccord quelle que soit la plateforme. Donc là on est sur l'appli Windows, mais globalement c'est assez similaire sur toutes les apps. Les seules choses qui sont un petit peu dissemblables, c'est peut-être ici les contrôles qui sont volontairement très très carrés, alors que sur la version Android par exemple vous aurez des bords arrondis, ce sera peut-être un petit peu plus smooth, mais globalement ça se passe bien. 4. Là, j'ai pris Outlook. Outlook, sur sa version web, parce que on va vers ça, de toute façon, chez Microsoft, hein, quelque chose qui est de plus en plus cloud. Donc j'ai pris Outlook. Donc là, il me demande ma connexion. L'avantage, c'est que si je suis sous Windows, j'ai déjà un Live ID. Donc il me connaît déjà. Il sait même quand je me log sur mon navigateur qui je suis, quoi. Donc globalement, il me demande pour la politesse, c'est quoi mon compte Microsoft. Il y a un deuxième écran que je n'ai pas mis là, faute à moi, je l'ai oublié, c'est que la deuxième étape, c'est de vous demander le password. La vraie truc, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, c'est vraiment ma faute. Le seul truc, c'est que pourquoi pas l'avoir foutu sur la même page comme Uber ou comme les autres. Bon. Donc globalement, là, en fait, on est à l'écran 3. Mais l'écran 3,
c'est l'écran sur lequel vous pouvez utiliser votre truc. 3 écrans. Et là, l'appli, elle fait autre chose que de trouver des séries, en l'occurrence. Hein. Elle vous envoie votre mail, elle vous permet de voir votre agenda, elle vous connecte avec les autres services, et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'expérience, peu importe que ce soit Microsoft, que ce soit Google, parce que Google fait exactement la même chose, là, en l'occurrence, c'est que vous devez toujours vous soucier du début de l'expérience. Il est juste inacceptable aujourd'hui d'avoir 8 étapes avant d'atteindre son contenu. C'est juste pas possible. Et pour des digital natifs, comme Netflix, ça la fout quand même un peu super mal. On y reviendra sur les leçons. Quand vous êtes en plein milieu du jeu, comment que ça se passe? Alors ici, plutôt évident, j'ai envie de dire. Une navigation verticale pour voir l'étendue du catalogue, soi-disant trié d'abord par ma liste, hein, les 3 fameux titres que je dois choisir au début, plutôt que de le détecter ou de le déduire en fonction de mes usages, de dire « Ah bah tiens, j'ai vu que tu utilisais souvent ça, je vais te le remonter en favori ». Non, bon. Après, soi-disant des choses qui sont raccords, bon, on voit que c'est plutôt bien fait, hein, le moteur d'appairage. On voit que Homeland correspond à House of Cards, on voit que Breaking Bad correspond à Orange is the New Black, donc globalement, il sait faire. Il a su identifier que je regardais plutôt des séries adultes que Choupi. Tout va bien. Bon, c'est plutôt bien fait. En termes de navigation, sinon, on a du scroll vertical, très très web, et puis du scroll horizontal pour quand je suis dans une famille, qui semble être aujourd'hui la tendance. Bon, parfois un peu perturbant. Je préfère peut-être avoir un seul scroll dans ce genre de contenu, moi, mais globalement, ça marche bien. Là aussi, hein, on voit qu'il y a ce burger menu ici, qui va me permettre de classer tout ce que je ne sais pas faire. Et puis ici, un moteur de recherche tout petit quand même. Hein. Il est un peu isolé dans un coin, l'icône est un peu petit. Bon, globalement, les icônes de recherche se mettent toujours à cet endroit-là, heureusement. On ne sait pas bien à quoi correspond le petit machin juste à côté, là, les 3 petits points. Mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt pas mal. On est là dans du noir et du rouge, peut-être pas assez de rouge par rapport à la charte graphique qu'on a vue au tout début. Mais bon, ça fonctionne bien, c'est bien fait, la grille est propre. En même temps, il n'y a pas énormément de difficultés, mais c'est pas mal. Ce qu'on constate aussi, c'est que là, ils ont utilisé une police de caractère qui est celle par défaut du système Windows, ce qui est à mon sens une erreur stratégique quand on a une aussi belle charte graphique que je vous l'ai montré au début. Quand on a une charte graphique qui impose une police, on va jusqu'au bout. Pourquoi on s'arrête au milieu du guet? Pourquoi on utilise une police système alors que c'est pas fait pour, hein? Donc bon, là ici, un peu feignasse là sur le coup, dommage. Sinon après, on utilise les paradigmes du mobile, c'est-à-dire que sur une application qui est plein fer, 16/9, on me colle une pop-up toute pourrie en, je sais pas, 500 pixels. Pourquoi ils font ça, les gens? Parce que pour le coup, la responsivité des interfaces, ça date pas d'hier. Hein. On en parle depuis déjà maintenant 5, 6, 7 bonnes années, quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait une interface qui se déploie, qui me permet d'avoir ces machins qui sont en dessous sur le côté, voir un peu tout? Bon. Bref, là, ils sont allés jusqu'aux limites aussi de leur exercice, qui est de dire, je développe une fois pour tout le monde, et je propose une interface qui est similaire sur tous les devices. On va le voir après, effectivement, sur l'application mobile, en l'occurrence, c'est exactement la même interface. Bon, ça génère des aberrations. Et puis sinon, après, pendant le film, j'aurais bien voulu vous faire une capture d'écran, mais effectivement, ils empêchent effectivement qu'on fasse des captures d'écran avec du contenu payant, ce qui est plutôt malin. Mais en l'occurrence, derrière, après, c'est des contrôles classiques, rouge, noir, là pour le coup très très bien. Il y a juste peut-être ici le son. Je ne vois pas pourquoi ils ont été réinventer la roue à me foutre le son tout en haut là-bas, alors qu'ils auraient très bien pu le mettre à la YouTube. C'est devenu une habitude, hein. On a le son juste à côté du play et ainsi de suite. Bon, alors qu'en plus ça c'est vraiment du fonctionnel, alors que le reste, même peut-être ici, ils auraient peut-être pu le mettre en bas. Mais bon, globalement, ça va, ça se passe bien, ça fonctionne bien dans le jeu. Ah oui, cette barre, sur le côté, le burger menu sert à mettre les différents types de contenus. Ouais, bon, pourquoi pas. Sachant que dans un paquet d'apps, je vais vous en montrer une, tiens.
avec la tête de vainqueur là. Globalement, aujourd'hui, on a tendance à utiliser quelque chose qui est web, à savoir que si j'ai des sources de contenu, je les mets en haut et je les utilise avec un swipe horizontal, et après je navigue dans ce contenu de manière verticale. On est plutôt dans cette tendance-là. Bon, ils ont voulu me le mettre dans une barre burger, bon, pourquoi pas. Ce qui, en plus, est assez dégueulasse, puisque ici, ils me mettent un vieux contrôle scroll. Bon, très bien. L'avantage, c'est que quand vous demandez une information un petit peu pertinente, comme c'est quoi mon compte, combien j'ai consommé et tout ça, il vous renvoie vers une page web. Quand vous êtes dans un domaine applicatif, il vous renvoie vers une page web. L'avantage, du coup, c'est qu'on retrouve bien la charte graphique. On n'est pas perdu. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer par là? J'ai voulu vous montrer, oui, les deux applications Phone. Vous avez les deux parties. Donc vous voyez que l'application Phone, là, est strictement identique avec le même burger menu, les mêmes concepts, les mêmes paradigmes. Donc, encore une fois, ils sont partis du mobile globalement et ils ont développé leur app pour les autres plateformes en tenant compte des mêmes prérequis. Uber, bon bah là, on n'est pas déçu, hein, ça ressemble à du Uber, on est toujours dans le même cadre que tout à l'heure. Seul le truc de recherche est vraiment tout dégueu, quand même, hein, faut bien le constater. C'est moche, pourquoi? Parce que déjà, moi j'habite 13 Villa Marguerite à Issy-les-Moulineaux, c'est juste à côté de Microsoft France. Ils considèrent que 13, c'est le facteur dominant de la truc. Donc il me sort un truc dans les Bouches-du-Rhône. Donc en dehors de me montrer que le moteur d'appairage est complètement aux alouettes, là pour le coup, c'est calé en haut, donc il n'y a pas d'espace ici. Il n'y a même pas le même espace entre le bord ici du contenu et celui qui est en dessous, entre la barre et le premier truc qui remonte. Bon, c'est pas très beau, pas très bien fait. Sinon, après, on a un certain nombre de choses ici qui remontent, comme effectivement mes informations directes. Mais ici, quand j'ai besoin d'avoir un peu plus d'infos sur l'applicatif, je suis redirigé à nouveau sur le web. J'aurais préféré avoir tout comme sur l'application mobile, quoi. Hein, c'est-à-dire avoir effectivement mes dernières courses, mes dernières commandes, sans avoir à sortir de mon appli pour switcher de contexte, avoir pas les mêmes zones de saisie, et ainsi de suite. Je vous montre ça parce que pardon, encore une fois, j'ai magouré. J'ai magouré de boutons. Encore une fois, vous voyez, l'expérience est un peu différente quand vous êtes sur Android, où pour le coup, en plus, vous avez un peu plus de choses, notamment, vous avez bien entendu la voiture, mais vous avez aussi Uber Eats qui vient s'ajouter ici. Donc c'est malin, ils font de la vente complémentaire directement en haut, au niveau du logo. Et puis ici, ils ont joué avec effectivement les compteurs et la zone tactile pour vraiment arrondir l'interface, ce qui est assez malin, et ce qui me fait dire que pour le coup, ils ont deux paradigmes différents en fonction de deux OS, hein. Sur Windows c'est carré et sur Android c'est rond, ce qui est dommage pour la marque, ce qui est dommage pour le branding. Sur Outlook, bon, bah, vous connaissez les serveurs mail, hein, pas grand chose. Qu'est-ce qu'on remarque? Ah tiens, de la pub. Gratos, hein, donc pour le coup on colle de la pub, comme quoi on n'est pas vraiment meilleur sur le sujet que les petits copains, hein, on peut se glorifier pareil que les autres. Qu'est-ce qu'on voit? Bah là, pour le coup, on reconnaît bien quand même l'emplacement graphique. Là, on a un vrai bouton bleu, c'est normal, c'est Outlook. On est vraiment dans le truc. Des fonctionnalités classiques, avec ici la zone de saisie qui contient tous les outils dont vous avez besoin. Des zones qui sont attachées spécifiquement à ce que vous êtes en train de faire. Et puis des icônes qui sont plus proches finalement de l'architecture de l'appli. Donc c'est classé assez convenablement. Vous avez des fonctions avancées comme des recherches locales et ainsi de suite. Donc tout un tas d'outils qui font la force de ce genre de logiciel. Très bien. Et le syndrome Microsoft qui revient, je vous en parlais tout à l'heure, il faut toujours qu'on soit compliqué. Bah là, dans le menu des options, par contre, là on voit que c'est du Microsoft, hein. Vous voyez que tout ça, c'est des options. On est bien dans du Microsoft, il n'y a pas de doute. On va jusqu'au bout des choses, y compris sur du web d'ailleurs. Voilà l'appli telle qu'elle est sur mon smartphone Android pour le coup. Et en dehors de vous montrer mes conversations super intéressantes sur ma messagerie, vous voyez qu'on retrouve bien pour le coup le paradigme existant, c'est-à-dire ce burger menu qui va me servir à mettre mes nombreux paramètres.
mes paramètres qui sont sans doute un peu plus allégés là en version applicative et en version mobile. Et puis après, quelque chose d'assez classique avec des outils en bas. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui ont fait du Windows Phone à un moment donné de leur carrière, paix à leur âme. Ici, c'est vraiment pour dire on a toujours cette barre applicative en bas qui permet d'avoir des actions rapides avec les boutons quand on s'adresse à une famille généraliste. Donc là-dessus, quelques leçons que j'ai pu tirer de tout ça. On l'a vu, les disruptions viennent toujours des vieilles technos. Ça, on commence à être au courant. Généralement, ce sont des technos qui ont 10 ans. Et qu'est-ce qui arrive à maturité aujourd'hui, qui a 10 ans à peu près comme techno? Vous avez le cloud, vous avez effectivement l'intelligence artificielle, et vous avez la réalité virtuelle. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure? Donc ça, on peut être à peu près sûr que non seulement c'est une grande tendance, mais c'est certainement le next big thing en termes de revenus sur les applis. Donc je vous conseille de regarder, on a des tas de choses pour vous là-dessus chez DX. On a souvent tort d'avoir raison trop tôt, et Microsoft particulièrement. C'est quelque chose. Parce que quand on n'a pas toutes les cartes en main, c'est difficile de bien jouer, en fait. Et l'avantage qu'a eu un visionnaire comme Steve Jobs, c'est qu'il a eu toutes les cartes en main à un moment donné pour faire l'iPad. Encore une fois, il a eu les écrans capacitifs avec les batteries longue durée, avec tout un tas de choses, et la meilleure, certainement, interface du moment. C'est pour ça que ça me fait dire qu'on a souvent raison d'avoir raison trop tôt. On a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Le rythme s'accélère. Plus ça va, plus les disruptions sont issues de générations courtes. Donc ça veut dire que la disruption là, qui arrive à 10 ans, la prochaine risque d'en avoir 7, et ainsi de suite. Et ça va aller de plus en plus vite. Par exemple, il a fallu 40 ans pour que la télé soit enfin vraiment nickel, bien polish, avec son paradigme de base, hein, qu'elle soit plus en noir et blanc, qu'elle saute plus quand il y a un orage, et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, il faut globalement 10 ans. L'utilisateur a notre raison d'être, et surtout, quand on fait gaffe aux détails. Ça sert à rien de me faire une nom de Dieu de charte graphique qui est super polish, avec des super concepts. Oh, le papier, ça va être super quand je vais le replier, on va voir l'autre pub qui va apparaître derrière, ça va matcher avec les effets qu'on a sur le web. Le concept est génial, mais il faut super bien le réaliser. Et ça, c'est vraiment la leçon que moi j'apprends tous les jours, c'est qu'on peut faire les meilleures promesses à ses utilisateurs. Ça ne sert à rien si au final le produit est déceptif à un endroit. Parce que les gens retiennent en plus souvent le côté déceptif plutôt que le côté innovant. Attention aux détails, ça veut dire notamment simplifier l'accès. Ça sert à quoi d'avoir un produit digital natif si c'est pour me coller 8 écrans pour arriver au contenu? Il faut vraiment faire beaucoup plus court. Surtout la première expérience. Vous pouvez compliquer après par la suite. Vous pouvez créer des moteurs d'appairage, hein, on l'a vu, qui seront déportés dans le temps, qui seront basés sur l'expérience, sur la télémétrie que vous allez enregistrer sur l'usage de vos utilisateurs. Ça ne sert à rien de me coller un moteur d'appairage sur Netflix. À quoi ça sert? À part de faire du remplissage au début. Je pense que c'est peut-être un peu leur idée. Les éditeurs se moquent aujourd'hui complètement d'un marché de 450 millions de personnes ou de machines. 450 millions de personnes, c'est par là, ce que je veux vous dire, c'est que Windows 10 aujourd'hui, c'est 450 millions de machines. Mais aujourd'hui, les marques, elles s'en moquent. On ne développe plus pour ça. On développe pour la marque que vous incarnez. Et ça, ça passe par tous les petits détails. Utiliser la bonne police de caractère. Quand on a du rouge, du blanc cassé et du noir, on le fait matcher, on le fait vivre dans l'expérience de l'app, quelle que soit sa plateforme. Donc aujourd'hui, les gens se disent « moi je retomberai toujours sur mes pattes. Si ça ne marche pas sur Windows, ça marchera sur Android. Si ça ne marche pas sur Android, je m'en moque, il me reste iOS. » Qui sont des énormes marchés tous unitairement. Donc aujourd'hui, un marché de 450 millions de personnes, ça marche pas, on s'en moque. Soyez constants. Il faut toujours travailler ses fondamentaux. C'est quoi la charte graphique? C'est quoi les couleurs utilisées? C'est quoi la police? Yes. Écoutez vos designers, parce que généralement, eux, ils savent. Parce que ce que je vous montre là, c'est d'un côté le branding qui a été développé par des designers, des experts en UX. Et après, quand on regarde qui a développé les apps, ce sont des développeurs. Ce qui est très bien, c'est leur métier. Mais les designers, il faut les faire intervenir à tous les niveaux.
Ça sert à rien d'avoir les meilleurs UX designers dans une agence qui vont travailler pour vous au début, puis après avoir des applications qui n'ont pas les bonnes polices et qui n'ont plus les bons trucs. Donc faites travailler les designers tout au long du projet, et quel que soit votre support. Et j'ai même envie de dire que les meilleurs... J'ai fait une faute? Non? Je vous vois rigoler? J'ai même envie de vous dire, faites-les travailler sur les supports qui ne sont pas les leurs. Parce que ça crée des expériences géniales comme celle de Netflix. Le mec qui a pensé à me faire, encore une fois, cette histoire de papier et de double page de pub, c'est juste génial. Et ça, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'UX numérique, digital, qui a pondu le truc. Parce que c'est vraiment son usage. Et ça génère vraiment des choses super intéressantes. Voilà, on arrive au terme de cette session. Je vais prendre, si vous avez des questions, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été clair à ce point-là. Vous avez faim? C'est ça? Yes? Dans le travail du X, est-ce que vous travaillez avec des gens qui gèrent toute l'accessibilité? Ah. Je pense aux personnes notamment la définition visuelle et aussi tout ça, comme on ne voit pas le rouge et le vert. Oui, les daltoniens. La question c'est, est-ce qu'on travaille avec des gens qui font de l'accessibilité? Je dirais oui, ça devient obligatoire. Aujourd'hui, même, il y a des lois qui ont été passées aux États-Unis récemment qui imposent que quand un site soit livré, il soit livré pour les gens avec une vision normale et puis les gens comme moi qui voient rien, voire pire. Donc aujourd'hui, ça devient un cadre légal. Donc si on ne travaille pas dans le sens de l'accessibilité, ça devient une faute professionnelle. Donc oui, il faut travailler avec des gens qui ont au moins une bonne connaissance de ce qu'est l'accessibilité, si ce n'est des experts dans le domaine. Tout comme il faut travailler avec éventuellement des ergonomes qui ont une valeur scientifique derrière leur travail. Donc ils vont pouvoir dire ok, tu sais pas pourquoi le mec regarde pas ce bouton, mais moi je vais te l'expliquer. Et non seulement je vais te l'expliquer, mais je vais te dire où il faut le mettre pour que le bouton soit vu et cliqué, par exemple. Du coup, j'ai une excuse pour Netflix peut-être là. Ouais. C'est que tu disais que la police n'est pas utilisée, mais par exemple si le site est décliné, disons en japonais, il faudrait qu'il fasse la police Netflix aussi en japonais. Donc ça Alors, va devenir compliqué. le coût de la police. Mais même la police, le coût de la charte et de la police, par exemple en japonais, dans des caractères un peu spéciaux, c'est l'idée. Le coût de la police doit être aussi pensé au moment de la charte, surtout dans les marques internationales comme ça. Donc pourquoi ne pas reproduire systématiquement la police de caractère? La police de caractère, c'est un métier qui fait partie de l'UX, qui fait partie du design. Donc on demande au type qui fait la police de la convertir en type et puis on la balance sur toutes les plateformes. Donc ça fait partie aussi du travail de designer, hein, la police comme le reste. Qu'elle soit japonaise, qu'elle soit en cunéiforme ou peu importe quoi. Ou cyrillique. Ouais. Cyrillique. Oui? Sur le sujet, du coup, je m'étais renseigné, c'est une coïncidence juste avant, c'est justement pour les malvoyants. Les malvoyants, oui. Quelles sont les tendances, on va dire, de l'interface d'interaction Alors, ouais. À part les terminaux braille, ce que j'ai vu, en fait, c'est des terminaux capacitifs qui permettraient d'augmenter, on va dire, qui gèrent Le feedback? une charge Ouais. négative ou Ouais. positive, et du coup, ton doigt, il va avoir plus ou moins d'adhérence. Ouais, il y a ça. Alors ouais, effectivement, la question c'est quid des interfaces un peu spécifiques et quelles sont les tendances pour l'accessibilité. Moi, je crois encore une fois beaucoup pour le coup aux bots qui vont pour le coup répondre à pas mal de demandes directes. Pour les cas d'accessibilité complète, quand la personne est handicapée complètement sur un sens, ou d'accessibilité restreinte. Ce qui est le cas en voiture. On est tous handicapés quand on est en bagnole, parce qu'on ne peut pas focaliser à la fois sur je passe les vitesses et j'ai besoin de me servir de mon téléphone. Donc pour tous ces cas-là, la réponse robotisée et intelligente sera effectivement les bots. Ça, c'est le gros caillou. Effectivement, après, il existe des réponses techniques, le système de vibration progressif. J'ai même vu des écrans effectivement à charge négative ou avec des dalles nanométriques qui permettent d'avoir un feeling un peu particulier quand on passe le doigt sur certains boutons, des choses comme ça. Donc effectivement, il y a des réponses aussi techniques qui vont arriver là-dessus. Et puis enfin, il y a des choses, il faut aussi adapter. Par exemple, moi qui fais beaucoup d'HoloLens en ce moment, je me rends compte que le son est juste une chose, un vecteur dont on n'a pas conscience quand on est... quand on voit bien. Mais par contre, quand on a besoin de se déplacer dans un univers sur lequel on n'a pas une vision à 360, le son est super important.
Donc je pense que les applications sont généralement pas assez travaillées au niveau du son. C'est beaucoup plus du visuel ou du tactile, mais le sound design reste quand même encore un peu le parent pauvre du développement. Oui. Un sujet qui n'a rien à voir, je voulais avoir ton avis sur les types d'UX qui vont dans le sens de déclasser l'information. Typiquement, c'est le cas de Netflix, mais on pourrait prendre Facebook aussi en exemple, qui sont des UX qui sont plutôt pensés pour se perdre dans le contenu et flâner sur le contenu que de retrouver. Yes. Alors la question, et ça sera la dernière question, c'est le déclassement de l'information. C'est-à-dire pourquoi je m'en colle des tartines qui servent plus à me perdre que de bien organiser son propos et le mettre dans un cocon qui soit un peu plus clair. Je pense que pour le coup, Netflix a peut-être un petit syndrome de j'ai pas assez de choses dans mon catalogue. Donc ils expriment par là, et par le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans au début, la nécessité de dire à leurs clients « Eh viens, c'est super, il y a des tas de choses, on s'occupe de ta sécurité, on s'occupe de machin, de trucs, et ainsi de suite. » Donc je pense qu'il y a peut-être là-dessous un petit syndrome du fait « j'ai peut-être pas assez de contenu, et ainsi de suite ». Choses qui sont combattues par des sociétés comme, je sais pas moi, on va parler de TF1 VOD, où pour le coup c'est plutôt bien classé, et c'est plutôt fait proprement, pour le coup. Je pense que Netflix peut encore s'améliorer là-dessus. Bon, et puis il y en a certains, c'est fait exprès, comme des sites comme Cdiscount, c'est fait exprès de tout balancer au premier niveau, exprès pour faire volontairement souk, parce que c'est leur fonds de commerce. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la 3D, il y a une session aussi avec moi ce soir sur Babylon.js, donc peut-être à plus dans la journée. Merci beaucoup.